des startups. Donc un peu toute la fibre économique, je dirais, et on constate que ce questionnement de la gestion du talent dans un monde qui change tellement rapidement, avec tellement de coefficients qu'il faut gérer, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge parce que il y a des facteurs d'un changement radical imposé par les nouvelles technologies. Il y a un changement démographique avec l'émergence d'une génération de, c'est ce qu'on appelle millennials, et plus jeunes maintenant qui rentrent et qui ont des expectatives très différentes du passé, et la façon que les entreprises étaient organisées par le passé n'est plus suffisante pour les attirer et pour les garder, parce que c'est un double défi. D'abord les attirer, deuxièmement les garder et les développer. Donc si je mets aussi les chapeaux d'un conseil d'administration, je peux vous dire que la question du talent, c'est une qui préoccupe tous les conseils dans l'agenda stratégique des entreprises dans les années à venir. Comment on va faire pour garder les meilleurs, attirer les meilleurs et les garder, parce qu'ils sont très conscients que c'est la vraie force des créativités et la création de valeur. Au-delà de tous les autres actifs du capital, des actifs physiques, la question humaine, c'est la plus importante. Virginie, vous êtes au contact de la jeunesse donc dans votre école. Quelles sont les aspirations? Je crois qu'elles sont aujourd'hui un peu similaires chez les jeunes hommes et les jeunes femmes. Alors oui, effectivement, il y a vraiment des similitudes entre les jeunes et les jeunes femmes aujourd'hui, qui peut-être encore plus qu'avant. C'était déjà le cas, mais là vraiment on est là-dessus. Et surtout, je vais peut-être plus faire un comparatif entre cette génération et la nôtre, parce que je pense qu'on a à peu près tous le même âge. Et il y a vraiment une inversion de paradigme entre cette génération et la nôtre. Et j'ai pu observer, en tout cas, 5 points de différenciation qui sont forts. Déjà, effectivement, vous l'avez dit, c'est la génération tous entrepreneurs. Moi, à partir du bachelor, ils sont tous soit déjà auto-entrepreneurs en plus de leurs études et en plus de l'alternance s'ils sont en alternance, soit ils ont créé eux-mêmes leur petit site e-commerce qui est pas toujours bien déclaré et qui est pas toujours non plus de l'e-commerce. On va acheter chez AliExpress et revendre 4 fois plus. Voilà, mais on peut avoir, moi j'ai des Master 2 en communication qui travaillent dans des entreprises en alternance très très renommées et qui ont leur petit site de e-commerce. Donc on est dans une ubérisation, effectivement, quelque part, mais c'est eux-mêmes qui sont acteurs de cette ubérisation. Ils sont vraiment, ils ont plusieurs petits boulots. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est tous entrepreneurs. Et effectivement, ce qui nous a poussé à mettre dans tous les Master 2, quels qu'ils soient, quelles que soient les écoles, parce qu'on a 14 campus en France, on a mis des modules d'entrepreneuriat dans tous les Master 2. Pour nous aujourd'hui, c'est une obligation. Deuxième point, c'est l'engagement à court terme. Parce qu'effectivement, si nous, en tout cas ma génération, a subi vraiment un début de travail, de recherche d'emploi avec un marché de l'emploi qui était vraiment compliqué, et on a subi ça, puisqu'on était sur un ancien paradigme de nos parents qui était il faut des carrières longues dans une entreprise et durer. Pour autant, eux font preuve d'une belle résilience et ont inversé la tendance. C'est eux qui veulent avoir un engagement court, voire pas d'engagement, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont construire leur carrière avec différentes étapes, et ils voient les entreprises qui les accueillent comme des étapes de stratégie de carrière. Et ils ont raison. Ils ont raison. Troisième objet, effectivement, c'est le respect vie privée, vie professionnelle. Si nous, cette question, on se l'est posée, en tout cas, je prends mon exemple, je me suis posé cette question le jour où j'étais en burn-out avec une charge mentale énorme, avec mon enfant à élever, plus mon boulot, plus, etc., etc. Je me la suis posée a posteriori, cette question. Eux se la posent dès maintenant. Et avant même d'avoir charge de famille. Ils se la posent effectivement aujourd'hui parce que leur équilibre est important. Leur activité, leur loisir, c'est important pour eux. Quatrième point que j'ai pu relever, c'est effectivement, vous l'avez dit aussi, l'adéquation aux valeurs. Ils sont beaucoup plus matures que nous pour pouvoir identifier leurs valeurs, les contextes dans lesquels ils sont bien, ils souhaitent se déployer, ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et effectivement, aujourd'hui, ils cherchent des structures qui soient en adéquation avec leurs valeurs. Et pour eux, c'est important au-dessus de tout. Et enfin, une attente forte, voire parfois démesurée, vis-à-vis du management.
et de l'entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils arrivent... Alors, c'est nous, hein, c'est l'éducation aussi qu'on leur a donnée. On leur a donné une belle éducation individualiste. Donc, aujourd'hui, ils attendent de nous beaucoup plus que ce que nous, on attendait. Et cette attente est légitime. Mais parfois, aujourd'hui, il faut jongler entre attentes légitimes et débordements individualistes. Enfin, et pour conclure, moi, ce qui m'a le plus étonné cette année, c'est qu'on fait beaucoup d'alternance. Et que cette année, précisément, 80% des ruptures d'alternance, donc ruptures de contrat en alternance avant la fin du contrat, étaient à l'initiative des alternants et pas des entreprises. Ce qui est tout nouveau, c'est-à-dire qu'ils arrêtaient parce que conflit de valeurs, parce que etc., etc. Et on se retrouve avec des entreprises qui nous appelaient en nous disant oh, qu'est-ce que je fais, comment je fais, qui étaient vraiment angoissés, alors que le jeune disait je suis pas angoissé, moi j'ai 3 mois pour retrouver une entreprise. Donc voilà, inversion de paradigme. Cathy, vous êtes aussi en contact avec une population d'apprenants, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Même question, quelles observations, oui. quelles aspirations vous observez? Je ne vais pas répéter, puisqu'en fait, on a les mêmes choses, on côtoie les mêmes jeunes. Moi, je représente ici la formation par la CCI, les chambres de commerce et d'industrie. Nous avons un Purple Campus, c'est vraiment notre organe de formation des CCI. Il est sur l'ensemble du territoire donc d'Occitanie, 17 sites, qui vont former quand même énormément de personnes et qui proposent plus de 100 diplômes, il faut le dire, qui vont là on oublie, qui vont du CAP au diplôme d'ingénieur. Et ça, c'est quand même très important de le savoir. Donc, on a autant de l'apprentissage que de l'alternance, comme toi, Virginie, pardon. Alors ensuite, nous avons également sur Purple Campus la formation continue. Et il est vrai que nous avons donc des personnes qui vont de l'âge de 16 ans jusqu'aux personnes salariées d'entreprise. Donc, notre rôle, nous, en tant que Chambre de commerce et d'industrie, c'est aussi d'accompagner les entreprises au nouveau recrutement de ces jeunes qui ont, comme le disait Virginie, d'autres paradigmes et d'autres demandes. Et donc là, notre job, c'est de créer des solutions comme Solutions RH. Donc je vous en avais parlé, Cécile. C'est vraiment des solutions d'accompagnement des managers, des chefs d'entreprise pour recruter ces nouveaux jeunes, ces nouveaux talents qui demandent pas la même chose. Et donc il y a vraiment cet accompagnement individuel. On peut leur expliquer également comment établir leur marque employeur, entrer dans la RSE. Voilà, c'est notre job pour les accompagner et pour être sur le terrain. Alors, Agathe Boisdin, vous êtes du côté de l'entrepreneur qui recrute, justement, puisque vous avez besoin de constituer ou de renouveler vos équipes. Qu'est-ce que vous observez, vous, chez ces jeunes générations, ou moins jeunes, d'ailleurs? Ou moins jeunes. Ouais. Alors, moi, je travaille dans le monde de la pêche, donc c'est un monde très masculin, c'est un monde de passionnés. Donc, c'est vrai que par rapport à ces jeunes, ils travaillent dans leur passion. Donc, le sens ils l'ont un peu intrinsèquement. Après, effectivement, ils se disent pas qu'ils vont faire toute leur carrière dans la même entreprise. On est bien d'accord. Donc, ce qu'on peut leur amener, c'est une vision, c'est un développement personnel aussi. C'est comment on va les faire évoluer, parce que j'entends effectivement sur les Master 2 et tout ça, mais moi la base des équipes de vente, c'est plutôt des CAP, des bacs pro, et donc oui, ils sont aussi, comment on les fait progresser, ils sont moins entrepreneurs, ils sont plus dans une logique d'équilibre vie privée, vie professionnelle, mais aussi d'être assurés par rapport à une carrière qu'ils peuvent avoir. Après, au niveau, ce qui a été intéressant, c'est cette mixité entre le monde de la pêche et des passionnés de pêche, et puis de leur apporter de l'expertise par rapport au retail, et donc de recruter des personnes aussi qui venaient pas de ce monde-là, de la pêche, mais qui allaient apporter en management, sur les autres fonctions de la gestion de l'entreprise, et de voir ce que les uns et les autres pouvaient s'apporter ensemble. Claire, vous avez des chiffres vous m'avez donné quelques chiffres qui ne sont pas très bons sur l'engagement des jeunes vis-à-vis de leur entreprise. Merci beaucoup en tout cas de nous recevoir aujourd'hui. Je suis ravie d'être là ici. Effectivement, chez Care Capital, donc on s'est attaché à essayer de comprendre d'où vient et comment transformer en fait l'environnement de travail
pour avoir un meilleur engagement, enfin en tout cas réduire le désengagement, réduire la démotivation. Et donc c'est ce sentiment d'impuissance au travail, qui je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu dans le passé, mais on dit souvent que ce sentiment d'impuissance au travail vient de deux ou trois éléments, notamment la quête de sens. Est-ce que ça fait sens de me lever le matin? Est-ce que j'ai du sens dans mon travail? Deuxièmement, pour ces nouveaux talents, c'est le sujet de la capacité d'influence. Est-ce que je peux influencer sur mon environnement de travail, ou est-ce qu'on ne me permet pas de le faire? Et le troisième, voilà, c'est le contrôle. Donc on a regardé pas mal de chiffres, comme vous le disiez. Donc je vais vous donner 2-3 chiffres. Selon Indeed, et ces chiffres font vraiment mal, c'est 60% des employés et 80% des personnes en recherche d'emploi aujourd'hui sont en quête d'une formation pour changer d'employeur, pour changer de job ou d'activité. Donc c'est assez conséquent. Et un deuxième qui fait encore plus peur, c'est selon l'UNEDIC, les jeunes, donc des générations millennials et Z, sont à plus de 60% en quête de départ de leur entreprise dans les 2 ans. Donc ces chiffres font réfléchir. Et donc on s'est attardé à comprendre comment faire pour que ces jeunes talents soient plus satisfaits. Donc il suffit simplement de recenser leurs besoins, de les écouter et de réfléchir à des axes de formation, comment les promouvoir dans l'entreprise, quel genre de bien-être leur apporter, quel genre de management aussi mettre en place. Et finalement, on a retrouvé la définition de la performance sociale qui dit que si l'entreprise améliore la santé et le bien-être, normalement, l'engagement croît. Donc c'est un des KPI sur lequel on travaille. Agathe, je reviens vers vous. Vous avez fait une partie de votre carrière en tant que directrice générale chez Orchestra. Vous avez vécu une partie de votre vie aux États-Unis. Alors, on est bien d'accord ici, on va pas dire que les femmes sont meilleures que les hommes pour dénicher des talents. Vous dites qu'il y a quand même des différences qu'il faut pas nier. Alors, je suis une adepte de la parité, on est bien d'accord. Mais effectivement, je pense qu'on n'est pas pareil, les hommes et les femmes, et que chacun a ses qualités et ses défauts ou ses points forts. Et là où, dans le recrutement, sur la partie savoir-faire, on peut vérifier les savoir-faire de tout le monde. On voit bien que maintenant, c'est le savoir-être aussi, c'est les soft skills qui sont très importantes. Et je trouve que les femmes, au moment du recrutement, on s'est capacité à recruter parce qu'on a une sensibilité, parce qu'on a de l'empathie, parce que ça fait tout ce qui fait qu'on est femme, qui fait que oui, moi c'est une conviction profonde. Je pense que les femmes ont ces talents pour percevoir les personnalités, et on l'a dit, c'est très important dans le recrutement. Donc je pense que c'est un point fort pour nous. Marina, vous parlez du talent des femmes à construire des écosystèmes. J'aime bien cette expression. Oui, tout à fait. On pense parfois que la socialisation, c'est-à-dire dans les contextes de la parité, on l'utilise parfois comme un élément négatif qui conduit des femmes de se comporter peut-être avec une certaine réticence, ne pas prendre des risques, etc. Mais je trouve que la socialisation et le rôle que les femmes ils ont eu dans l'histoire peut être aussi très positif dans le sens que les femmes, ils ont eu et ils continuent à avoir aujourd'hui un rôle de constructeurs d'écosystèmes. Et ils soutiennent dans leur cercle immédiat, leur famille, leur communauté, la société. Et je pense qu'au moment où on traverse aujourd'hui, où tout est dans une incertitude avec des coefficients qui bougent, on a plus besoin que jamais la force des femmes pour être vraiment des constructeurs, des bâtisseurs des systèmes autour d'elles, toujours ancrés dans les valeurs. Et là, je ne vais pas tomber dans la stéréotype. Il y a des femmes empathiques, il y a des hommes empathiques, et l'inverse. Mais je trouve qu'ils ont quand même une grande force à faire ce cercle concentrique et aussi de regarder dans les viviers, que je trouve c'est très important quand on parle de nouveaux talents. Ils ont c'est ce qu'ils appellent en anglais de caregiver, donc les donneurs donneurs. Je les laisse comme ça parce que je trouve c'est très fort de pouvoir donner à la nouvelle génération qui arrive, mais aussi à la génération qui leur précède. Donc ces continuités, c'est aussi leur force pour dénicher des talents
Et on a parlé aussi avec Cécile avant, nouveau talent, c'est pas que les jeunes. Oui. Nouveau talent, c'est aussi des gens qui sortent avec une retraite officielle, mais qui ont encore une espérance de vie, une énergie, un dynamisme et des grandes compétences et la valeur de l'expérience qui puissent aussi consacrer de façon très productive au cadre dans une entreprise. Et maintenant, ça devient facile avec des plateformes où on peut engager à courte durée des personnes et pouvoir utiliser cette force aussi dans les contextes de l'entreprise et au-delà de ce contexte-là. Peut-être un mot sur l'association dont vous faites partie, European Network for Women in Leadership. Oui, donc moi je reste très actif. Je suis dans le conseil d'administration et je soutiens très fort une organisation qui s'appelle European Network of Women in Leadership, qui réunissent des femmes dans les 3 secteurs importants, c'est ce que j'appelle le triangle doré, l'administration publique, le secteur privé et la société civile. Et on a des femmes d'un certain âge aussi, mais aussi une certaine expérience, qui soutiennent une nouvelle promotion de femmes. On a un programme officiel qui s'appelle Emerging Talents. Et donc, consciemment, on investit chaque année une promotion de 40, voire un peu plus, de jeunes femmes cadres qu'on accompagne au long de toute l'année. On fait des programmes spécifiques. On leur donne l'opportunité d'avoir une friction créative avec des femmes plus expérimentées. On invite aussi des élus, des chefs d'entreprise pour qu'elles puissent aussi avoir cette exposition. Et comme ça, ils ont, si vous voulez, une espèce de sandbox, si on peut l'appeler comme ça, un espace de sûreté où ils peuvent se développer, pratiquer leurs leadership skills et vraiment s'intégrer dans un réseau. Parce que c'est ça notre force. C'est ça que j'appelle l'écosystème. On construit des réseaux qui puissent entraider les femmes à se développer entre elles. Alors, même si les choses progressent, et notamment par effet générationnel, c'est encore enfoncer une porte ouverte que de dire que le secteur industriel ou les milieux techniques ou technologiques sont peu féminisés. Est-ce qu'il faut un talent particulier pour aller dénicher ces talents au féminin? Est-ce qu'il faut encore faire des efforts en matière de formation ou déconstruire les freins de l'autocensure féminine? Peut-être Virginie, sur la légitimité que les femmes ont parfois du mal à se reconnaître. Et vous parlez d'audace qui n'aurait pas de sexe. Alors, 2 choses, effectivement, sur la question que vous avez posée juste avant de parler d'audace qui n'a pas de sexe, et sur la déconstruction des stéréotypes, etc., à avoir sur certaines filières qui sont dites genrées masculines. C'est vrai qu'il faut vraiment mettre en place quelque chose, et notamment de très structuré dans une filière économique, notamment, pour pouvoir faire évoluer les choses. Et il y a 3 volets. Il y a d'abord le volet, effectivement, en amont, de déconstruction, de ces stéréotypes et de sensibilisation dès le collège, et notamment les parents, parce qu'il y a beaucoup de parents aussi qui vont limiter les envies des filles sur des métiers qui sont genrés. Deuxièmement, il faut effectivement aller vers, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les femmes. Si on veut des femmes dans des filières, ça va pas venir tout seul. Il faut mettre en place des dispositifs, investir. Et enfin, il faut adapter aussi peut-être les filières, il faut adapter les process, il faut adapter certaines choses qui ont été construites comme ça, de manière systémique, pas pour nuire et pas pour écarter, mais juste parce que voilà, et réfléchir autrement, se poser sur les process. Donc voilà, hop, je vais faire la parenthèse. Sur l'audace, je vais un petit peu effectivement titiller et en commençant par une citation de Françoise Giroud que tout le monde connaît, qui était en 1983, qui était « La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente ». J'adore cette citation parce que d'un côté, ça montre effectivement cet aspect systémique, ce plafond de verre, toute la lutte qu'on a dû mettre en place pour arriver sur une égalité homme-femme. Mais moi, j'y vois aussi ce système d'audace. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi qu'on sorte de la victimisation, et on l'a fait, mais il faut aussi qu'on agisse sur nous-mêmes. Il faut aussi qu'on dépasse nos premiers élans. Et sans vouloir également généraliser, j'ai eu la chance de manager des équipes mixtes avec des hommes et des femmes, et l'expérience que j'ai eue, moi, dans le management, ça a été que si pour autant les hommes venaient me voir et ouvraient la porte en me disant j'ai un potentiel, investissez sur moi. Quand les femmes venaient me voir et ouvraient la porte, alors je généralise, vraiment désolé, mais la tendance était plus à j'ai fait ça, j'ai prouvé ça, et maintenant
quelque part, il faut réparer et mettre en place les choses pour lesquelles je travaille depuis longtemps. Donc, quand je parle d'audace, c'est plutôt ça. C'est se dire, allez, soyons peut-être plus folles, croyons en nous, ayons un ego démesuré, comme les hommes. Non, je rigole. Mais en tout cas, croyons plus en nous. Cathy, peut-être quelques mots sur la voie sommellerie que vous proposez, et puis sur, vous avez commencé à le dire, sur le club RH que vous avez créé dans le pôle industrie. Oui, dans le pôle industrie. Oui, en fait, c'est juste des projets sur le terrain et qui fonctionnent et qui montrent bien que ce que tu viens de dire également, c'est voilà, quand on parle aux entreprises, quand on parle aux jeunes, on leur dit osez. Ayez confiance. Et notre rôle, nous, en tant que femmes qui allons aider, accompagner et dénicher ces talents, c'est de leur donner confiance. On en parlait déjà ce matin. La confiance est très, très important. Et donc, j'ai eu la chance, sur le terrain, on a une voie d'excellence qui est la sommellerie, dans le CFA Purple Campus de Béziers. Et cette promotion, cette année, est essentiellement féminine. Et donc, j'ai été très fière donc de leur proposer de faire un concours, d'arbitrer sur plusieurs vins régionaux. La presse est venue, donc on les a mis en lumière, parce que normalement la sommellerie n'est pas un métier de femme. Et là, on a cette chance-là, dans le Biterrois, d'avoir dans cette promotion. Et elles ont réussi à créer une carte de vins régionaux, proposée donc aux meilleurs restaurateurs de notre département. Et elles ont été mises en avant par la presse pendant plusieurs moments, temps fort. Et le projet est structurant, parce que cette carte éphémère va être présentée tout l'été, avec leur nom. Voilà. Ça, c'est un petit... voilà, j'étais vraiment fière d'elles. On les a fait connaître. Merci. On a fait connaître également cette voie-là. Et juste pour terminer, pour l'industrie, comme on le disait, c'est vraiment un métier à dépoussiérer. Nous, dans l'Hérault, on a énormément de potentiel industriel. On en parlait tout à l'heure ce matin. Et il s'avère que on a un gros problème de sourcing au niveau des jeunes. En fait, notre job à nous, à la CCI, c'est d'avoir monté donc le club RH. Ce sont les entreprises se réunissent et on essaye d'inventer des nouvelles missions, de porter des projets. On va dans les écoles, on explique, on redore l'image de l'industrie et on met en avant aussi, au niveau des événements CCI, vraiment le métier de l'industrie, la part de l'industrie et la féminisation du travail. Voilà. Agathe, vous êtes une femme dans un milieu d'hommes, hein, la pêche. Vous êtes en quelque sorte un rôle modèle. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être rapidement comment s'est passée votre arrivée à la tête de cette entreprise dans ce milieu d'hommes et comment vous procédez pour recruter ? Alors, j'ai repris cette entreprise au tribunal de commerce il y a 18 mois, 20 mois maintenant. Donc, effectivement, il y avait 5 dossiers, 5 candidatures. J'étais la seule femme à présenter un dossier de reprise, alors accompagnée de 2 associés masculins, mais j'en ai la majorité. Et donc, ça a commencé effectivement par le CSE qui avait voté pour un autre dossier, parce que j'arrivais en tant que femme dans un milieu où en fait, 85% des pêcheurs sont des hommes, donc tout le monde, ce monde est très effectivement masculin. Donc je n'étais pas moi, je connaissais rien à la pêche, hein, donc j'avais 2 handicaps, on va dire, celui d'être une femme dans un milieu d'hommes et celui de ne pas pêcher. Mais la reprise en fait s'est faite. Je suis allée à leur rencontre, j'ai été visiter toutes les 40 magasins et puis le siège, et puis on a fait un séminaire au mois d'octobre juste avant de reconfiner. Et puis je pense que très vite ils ont vu que il y avait des valeurs humaines, un projet d'entreprise construit pas seulement sur ma personne, construit sur un codir qu'on a été chercher, qui est à la parité dans une entreprise effectivement plutôt masculine au niveau de la vente. Donc oui, je suis très fière de dire que mon codir est à la parité avec des postes plutôt masculins, puisque j'ai une directrice informatique et une directrice logistique. Donc voilà, et que plutôt la vente et les produits qui sont des fois plus féminins sont tenus par des hommes masculins. Voilà.
Claire Gomard, une dernière question. Le temps est écoulé, mais on va déborder un tout petit peu. Les femmes chefs d'entreprise ont toujours plus de difficultés que les hommes chefs d'entreprise à accéder à des financements, notamment dans certains secteurs où persistent quelques lieux communs. Chez Care Capital, donc les femmes représentent, je crois, vous m'avez dit 3% des deals. Vous avez décidé de vous inscrire dans une démarche active donc pour aller les chercher. Peut-être parlez-nous de ce club Care Capital que vous avez créé et comment vous allez les dénicher. Merci beaucoup. Oui, effectivement. Ça marche, oui. Oui, bien. ça marche. Effectivement, depuis 3 ans, en fait, je me suis intéressée donc, aux femmes dirigeantes. Et donc aujourd'hui, vous avez 10 000 PME. Donc la PME est le spectre d'investissement de Care Capital. C'est des sociétés qui font entre 10 et 100 millions de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, vous avez 15 000 sociétés dirigées par des femmes sur les 60 000. 10 000 pardon, sur 60 000, ce qui fait 15%. Et ces 15% ne représentent que 3% des opérations de private equity. Donc c'est quand un fonds met au capital, en capital développement pour l'aider à grandir, en injectant du cash, ou alors en opérant des transactions de capital transmission pour sortir des personnes, ou les deux. Ce qui est vraiment trop peu, ça veut dire que 97% des opérations par an sont dirigées par des hommes. Et un jour, on m'a contacté pour diriger un fonds qui serait à créer, et j'ai été honteuse. Quand le chasseur m'a contacté, je lui dis « je ne connais aucune femme. Ça fait 12 ans que je fais ce métier, je ne connais aucune femme DG de PME sur ces tailles. » Donc je me suis dit « c'est parfait, je vais utiliser le concept que j'ai à titre associatif, qui est d'organiser des clubs et donc de les rencontrer en région. » Manque de peau, ça a été durant la période de Covid, mais finalement j'ai quand même réussi à organiser 45 clubs depuis 2 ans et demi, donc dans les régions. Et d'ailleurs, je serais ravie d'en organiser un à Montpellier, mais ça a été un petit peu court pour l'organisation. Mais c'est, voilà, allez les voir. Hein. Donc, comment j'ai pu les rassembler? C'est déjà en regardant toutes les sociétés dirigées par des femmes, en tant que DG, PDG. Donc, à travers des outils comme société.com, vous y avez accès facilement. Et sur ces 10 000, j'ai regardé malheureusement des critères de beauté, puisque mon métier, c'est quand même d'investir et puis de rendre aussi de l'argent à mes actionnaires. Donc, c'est quel marché, quelle tendance, et ensuite, c'est de pouvoir rencontrer ces femmes. Donc, j'en ai rencontré 2500 à distance ou physiquement, et 600 sont venus à 45 clubs. Donc, c'est un moyen ensuite de les rassembler par secteur d'activité, par région ou par stratégie challenge, en fait, par challenge stratégique. Et donc, aujourd'hui, nous accompagnons une trentaine de femmes dirigeantes sur des projets donc, de développement ou de reprise d'entreprise, parce que vous avez aussi beaucoup de femmes qui sont general managers de grands groupes qui n'attendent qu'une chose, c'est identifier un actif dans la région natale et revenir au pays. Et ça fait tellement plaisir, parce que moi, je crains pour les PME, en fait. Vous avez ces grands groupes qui ont des grosses équipes RH. Vous avez ces startups qui lèvent énormément d'argent, qui ont un Chief Happiness Officer. Enfin, tout est simple. La pauvre PME, c'est l'économie française, et malheureusement, elle a peu de moyens, en fait. Parfois, elle n'a pas de DRH. La majorité n'ont pas de DRH. Donc, en tant qu'investisseur, je me suis dit, si on peut se mettre au service de ces PME et créer, en fait, un espèce de petit groupe pilote avec des DRH, avec des responsables D&I, donc c'est tout ce qui est autour de la diversité, l'inclusion. Et voilà, et en fait, rajouter des KPI, il n'y a pas que la hausse du chiffre d'affaires qui compte, il n'y a pas que l'EBIT, il n'y a pas que le cash qui compte, c'est est-ce que les gens sont heureux dans l'entreprise? Est-ce qu'ils adhèrent au business plan à 5 ans du fonds d'investissement? Parce que faire adhérer que le COMEX, si c'est pour mettre en burn-out la totalité de l'entreprise, on aura raté. Et donc ça me touche profondément, d'où la création de Care et l'animation de ces clubs. Voilà. Parfait, merci beaucoup, on va s'arrêter là. Merci à toutes les 5.